Belloubet, l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Bonjour à tous, bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors hier, vous étiez avec Emmanuel Macron à Agen pour présenter la réforme pénitentiaire. L'idée, c'est de faire réellement appliquer les peines, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi de mettre fin aux peines les plus courtes, aux peines de moins d'un mois. Il faut faire quoi pour écoper d'une peine d'un mois ? Ça peut être des délits routiers, ça peuvent être des petits vols, ça peut être de la consommation réitérée de stupéfiants. Il y a plusieurs délits qui peuvent donner lieu à ce type de peine. Et il se passe quoi alors si on ne fait pas de la prison pendant un mois ? À la place, il y a quoi ? Alors, je crois qu'il faut quand même replacer le tout dans un ensemble. La volonté qu'a marqué clairement le président de la République, c'est d'une certaine manière de redonner du sens aux peines, c'est-à-dire de considérer qu'une peine, pour être crédible, elle doit d'une part être adaptée à la situation du condamné et d'autre part être réellement exécutée. Je crois que ces deux termes-là, adaptation et exécution, redonnent du sens à la peine. Alors pour venir à votre question, ce que nous remarquons, c'est que une peine d'emprisonnement d'un mois, en réalité, a peu de réussite puisqu'elle va très souvent entraîner de la récidive. Donc ce que nous proposons, c'est qu'une personne qui a commis une infraction susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement de un mois ou moins, elle puisse avoir une autre sanction. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de sanction. De quel ordre ? Toute infraction mérite, évidemment, est susceptible d'une sanction. Alors ce peut être, par exemple, un travail d'intérêt général que nous souhaitons développer, que nous souhaitons constituer en peine autonome. Aujourd'hui, c'est 3% des peines qui relèvent du travail d'intérêt général. C'est un travail qui consiste en quoi pour être Alors, c'est un travail qui, par exemple, mériterait d'être adapté à l'infraction commise. Je parlais du délit routier. Il me semble qu'un travail d'intérêt général pourrait permettre à la personne qui a commis ce délit d'aller dans un établissement hospitalier pour voir, travailler bien sûr, il s'agit d'un travail gratuit, enfin non rémunéré, pour voir réellement les conséquences de ce que produit un délit routier. On peut imaginer qu'une personne qui a commis des atteintes aux biens aille réparer du patrimoine civil. Enfin, on peut imaginer plusieurs solution. Et il s'agit réellement de montrer à la personne qui a commis cette infraction les conséquences de son acte et également de lui permettre de le réparer, de l'obliger à le réparer. Donc l'idée, c'est qu'entre 1 et 6 mois de prison, finalement, les peines s'exécutent en dehors des prisons par le travail d'intérêt général, le bracelet électronique. Est-ce qu'on a un encadrement nécessaire, par exemple, pour le travail d'intérêt général ? Sur les peines entre 1 et 6 mois, la philosophie, là encore, c'est bien entendu de considérer que les peines doivent être efficaces, effectives. Et on sait qu'entre 1 et 6 mois, un condamné, là encore, n'a pas le temps d'effectuer un travail de réinsertion et très souvent, il est coupé de sa vie sociale. Donc l'idée là, c'est que les sanctions réellement permettent ce maintien du lien social et empêchent la récidive. D'où différentes possibilités comme une détention sous bracelet électronique qui permet par exemple au condamné de continuer son travail, de ne pas rompre son lien social, ou bien d'autres types de sanctions. Ça peut être aussi vu comme une forme de laxisme politique. C'est exactement l'inverse. C'est exactement Est-ce qu'on peut l'inverse. faire autant peur avec un bracelet électronique avec une peine de prison ? Mais une peine de prison qui n'est pas exécutée, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que les peines de prison sont exécutées soit beaucoup trop tardivement, à un moment où elles perdent leur sens et pour la société, puisque pendant tout le temps où le condamné n'a pas été incarcéré, eh bien, il est encore en liberté et donc l'emprisonnement perd de son sens. Donc l'idée là que défend le président de la République et que je porterai, c'est bien que les peines soient effectives, que toute peine prononcée soit exécutée. Et nous avons, me semble-t-il, plusieurs sanctions possibles à cette fin. Vous confirmez aussi que la consommation de cannabis ne sera plus passible de prison ? Ce que nous disons, c'est qu'une première consommation de cannabis sera sanctionnée par une forfaitisation, donc par une verbalisation. Le délit sera donc passible de cette verbalisation, ce qui, me semble-t-il, permettra de simplifier le travail des policiers et sans doute des magistrats également. Donc une verbalisation à la place de l'incarcération. Oui. En fait, vous favorisez les alternatives à la prison aussi pour désengorger ces prisons. On a un vrai problème en France de surpopulation carcérale qui est de 120%. Pardon, madame, c'est pas seulement les alternatives. Nous créons des peines qui pourront être prononcées de manière autonome, c'est-à-dire que demain, le juge ne dira pas « je donne une peine de 6 mois de prison à monsieur X que je transforme en peine
de placement sous bracelet électronique. Il dira d'emblée, c'est une peine de placement sous bracelet électronique. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des peines autonomes. Ce sont des peines, mais ce sont des alternatives à la prison, justement pour désengorger ces prisons. 120% de surpopulation en France, jusqu'à 200% à Fresnes, où était Emmanuel Macron vendredi dernier. Est-ce que la France fait partie des plus mauvais élèves en Europe? On est au niveau de la Roumanie. Est-ce que votre objectif, c'est d'arriver, par exemple, à la Suède, qui est à 85% Oui, je pense que d'ailleurs le taux d'emprisonnement en Suède est en deçà du chiffre que vous citez. Il me semble qu'ils sont autour de 59 détenus pour 100 000 habitants, alors que nous sommes à 100 détenus pour 100 000 habitants. Alors la question n'est pas celle des comparaisons, la question, encore une fois, est celle de peines qui soient efficaces et comprises par la société. J'entends, mais la surpopulation, les surveillants de prison en parlent. Absolument. Quand ils parlent de 4 détenus dans 9 mètres carrés, jusqu'à 4 détenus dans 9 mètres carrés. C'est une réalité. On comprend que ça joue sur leurs conditions de travail. Le schéma que nous proposons, il n'est pas fait pour diminuer la surpopulation, mais il doit aboutir à diminuer la surpopulation carcérale et cela permettra, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons, de meilleures conditions de travail pour les personnels qui travaillent dans les prisons. Alors, pour diminuer justement ce taux d'occupation des prisons et diminuer cette surpopulation, il y avait une autre idée, c'était de créer beaucoup de places de prison. Finalement, vous allez construire beaucoup moins de places que promis par Emmanuel Macron pendant la campagne. Ce ne sera pas 15 000 places, mais 7 000, à ce qu'en dit le président hier. Donc les ambitions sont clairement revues à la baisse. Là. Non, je crois que ce n'est pas cela. Au contraire, encore une fois, je crois que nous sommes dans un plan global. À partir du moment où nous disons qu'il y a des peines qui sont diversifiées, qui doivent être adaptées à la personne qui est condamnée, il faut également des établissements pénitentiaires qui soient différenciés suivant la nature des peines. Nous avons besoin de maisons d'arrêt, bien entendu, mais nous avons aussi besoin d'établissements peut-être moins sécurisés pour des gens qui sont en fin de peine ou pour des gens qui ont des peines très courtes qui ne supposent pas une sécurité très renforcée. Donc nous allons construire des établissements à sécurité adaptés. Et donc nous allons revoir et les constructions et le nombre de places en fonction de ces perspectives globales. Mais il y avait quand même un chiffre annoncé par Emmanuel Macron, oui, 15 000 places supplémentaires, et hier il a parlé de 7 000. Donc c'est revu à la baisse, c'est divisé par 2. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous allons prendre en compte les nécessités dont nous avons vraiment besoin. À la fois des places dans les maisons d'arrêt, des places dans les quartiers de préparation à la sortie et d'autres modèles également de détention. On a l'impression quand même, quand on entend Emmanuel Macron de passer de 15 000 à 7 000, que c'est la méthode Macron, c'est annoncer beaucoup pour faire peu. On a vu l'assurance chômage ces derniers jours qui devait être un droit pour tous et qui finalement va concerner 20 à 30 000 personnes. Et là, on passe de 15 000 à 7 000. Non, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une véritable ambition qui est celle de l'effectivité et du pragmatisme. Et c'est cette ambition-là qui est portée. Construire des places de prison, c'est très important. Nous en avons besoin et le président le dit clairement. Mais il faut construire les places de prison dont nous avons besoin pour les détenus que nous avons. Le président aussi a précisé qu'il fallait être moins indulgent avec les peines plus longues. Et les peines plus longues, pour lui, elles partent à partir de 1 an. Les peines supérieures à 1 an, il y aura moins d'indulgence pour ces peines-là. Ça veut dire quoi concrètement ? Ce n'est pas une question d'indulgence. Ce que nous disons, et je me répète, pardonnez-moi, c'est qu'une peine qui est prononcée doit être exécutée. Ce que nous disons, c'est qu'en dessous de 6 mois, les peines doivent être très diversifiées. En dessous de 1 an, également, le juge aura la possibilité, plusieurs possibilités à sa main. Et au-dessus de 1 an, quand le juge choisira de prononcer une peine de prison, elle sera exécutée. Il n'est pas question d'indulgence, là. Alors, vous entendez les sceptiques depuis hier. Il y a eu une loi en 2009 et puis il ne s'est rien passé. Il y a eu une loi en 2013 et puis il n'y a pas eu plus de moyens, donc il ne s'est rien passé. En début de quinquennat, on a toujours une nouvelle loi et puis finalement, on n'a pas les moyens et donc il ne se passe rien dans les prisons. Les moyens, nous les avons, puisque une loi de programmation va être votée par le Parlement. En tout cas, je la présenterai au Parlement à la fin de ce printemps ou au début de l'été. Et cette loi de programmation visera précisément à mettre en adéquation les moyens tant immobiliers dont vous parlez que financiers et en personnel. Le président a annoncé, parce que nous en aurons besoin pour mettre à exécution ce plan, la création de postes nouveaux, des postes de surveillants pénitentiaires, des postes également de conseillers d'insertion et de probation. Alors ces réformes, elles sont une réponse au conflit avec les gardiens de prison. Est-ce que vous pensez que ça suffira à calmer la grogne des surveillants ? On parle du plus dur conflit social depuis
25 ans. Nous avons apporté des réponses à ce conflit dont je comprends parfaitement le fondement, puisque, au fond, les surveillants pénitentiaires ont besoin de reconnaissance en termes d'autorité. Et nous avons pris diverses dispositions en ce sens. Ils ont besoin de reconnaissance en termes de protection. C'est très naturel et là encore des mesures ont été prises. Et ils ont besoin d'une reconnaissance qui sera marquée par un indemnitaire qui sera supérieur à ce dont ils bénéficiaient. Donc cette question-là, nous y avons apporté des réponses. Et là, le président vient d'apporter des réponses globales. Et vous avez eu des réactions suite à ces réponses globales des syndicats pénitentiaires ? Alors, les réactions des syndicats pénitentiaires, nous ne les avons pas encore, mais il me semble que ces réponses, les réponses qui ont été apportées correspondent parfaitement à leurs demandes. Ces syndicats pénitentiaires, vous les voyez régulièrement ? Très régulièrement. Toujours bloqués ou vous les voyez régulièrement ? Ah non, je les vois régulièrement. Je les ai au téléphone ou je les vois physiquement. Tout dépend des circonstances. Et les choses avancent et de toute façon, bien sûr, lentement. vous savez, nous avons signé un protocole d'accord avec l'un des syndicats majoritaires, avec le syndicat majoritaire dans les établissements pénitentiaires. Ce protocole d'accord, nous le mettons en œuvre pour l'ensemble des personnels pénitentiaires. Et pour le mettre en œuvre, évidemment, nous aurons des rencontres avec les syndicats. J'aimerais avoir votre point de vue sur une affaire qui passionne les Français, sans doute parce qu'ils compatissent avec les parents d'Alexia Daval. Alors qu'il y a eu des investigations, qu'il y a un secret de l'instruction, on voit les familles s'exprimer, témoigner. On a aussi vu auparavant les avocats s'exprimer face aux caméras de télévision. En tant que ministre de la Justice, est-ce que vous ne regrettez pas que la justice soit rendue devant les médias, devant la télévision, avant d'être rendue devant les tribunaux ? Je crois que la justice est rendue devant les tribunaux. Et la seule justice, elle est rendue devant les tribunaux. Ça ne vous choque pas ? Les avocats ont une liberté d'expression. Il me semble que c'est à eux d'en mesurer l'impact et de mesurer l'effet des propos qu'ils peuvent tenir. D'ailleurs, sur l'affaire que vous évoquez, les avocats ont eu d'abord un certain type de propos, puis ensuite peut-être un peu plus de retenue, mesurant l'impact de ce qu'ils disaient. Ce n'est pas au ministre de la Justice de porter atteinte à la liberté d'expression des avocats. Mais vous ne trouvez pas que les avocats, que les magistrats parlent peut-être un peu trop aux médias ? Je ne crois pas que les magistrats parlent aux médias. Les procureurs de la République qui ont cette mission de communication le font, et ils le font dans des règles tout à fait compatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Il ne m'appartient pas de porter atteinte, encore une fois, à la liberté d'expression des avocats, mais d'appeler à la mesure, bien sûr. Demain aura lieu la journée des droits des femmes. Alors votre collègue Marlène Schiappa, avec laquelle vous travaillez sur les lois contre les agressions sexuelles, est ce soir sur la scène de Bobino avec Myriam El Khomri et Roselyne Bachelot. Vous irez les voir ? Je ne peux pas parce que je suis moi-même invitée au dîner du CRIF et je crois que c'est important que j'y sois également. Où vous vous rendrez avec le président de la République. Que pensez-vous de cette initiative tout de même ? Marlène Schiappa, Myriam El Khomri, Roselyne Bachelot ? Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une expérience vraiment formidable qu'elles vont vivre ensemble ce soir et d'une certaine manière, je les envie. Vous auriez pu en être ? Pourquoi pas ? Vous auriez rêvé d'être cantatrice, le théâtre, c'est pas si loin ? Oui, c'est pas si loin, oui. Et ce type d'initiative, alors originale, et c'est pour ça qu'on en parle, vous pensez que ça peut vraiment faire bouger les choses ? Je crois que c'est un symbole finalement de voir que la ministre qui est en charge de l'égalité femmes-hommes n'hésite pas à finalement accomplir des actes qui sont un peu différents du travail ministériel habituel. Je trouve que c'est important, oui. C'est le rôle d'une ministre d'être sur scène ? Non, d'abord, un ministre est toujours sur scène, ça c'est certain. La vie politique est une forme de théâtre, mais de théâtre sérieux. Et là, je trouve que ce que fait Marlène est, une très jolie idée. Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui célèbrent la journée des droits des femmes ou de celles qui estiment que c'est un peu injurieux, finalement, de ne leur consacrer qu'une journée ? Non, je ne crois pas que ce soit injurieux, mais au quotidien, je célèbre tous les jours les droits des femmes. Nous y prêtons la plus grande attention dans le milieu de la justice, évidemment, et je dirais que c'est dans les actions et dans le milieu politique aussi. Je rappelle que la parité dans le gouvernement d'Emmanuel Macron est absolue, donc c'est évidemment un rôle très important, et c'est tous les jours que nous y contribuons. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. La suite de la matinale avec Pascal.